C'est indéterminé, très large, puisque j'ai proposé Nietzsche et la politique. Alors j'avais même pensé le changer, mais finalement je ne l'ai pas changé. Disons qu'il faudrait probablement corriger et dire Nietzsche et le politique, pour éviter de tomber dans trop des différents débats. Donc la question, c'est pas quelle est telle ou telle philosophie politique normative de Nietzsche, mais plutôt la question des rapports de la pensée de Nietzsche à ce qu'on a l'habitude de considérer comme le domaine du politique ou la sphère du politique. Ce serait plutôt ça, un petit peu le thème de l'intervention et du chapitre. Alors c'est une question très débattue dans la littérature sur Nietzsche. Est-ce que Nietzsche c'est un penseur politique ou apolitique? Est-ce que c'est un penseur de l'individu, comme on a eu un petit peu la version à la chaire Perelman? C'était quand? C'était lundi. Et alors, s'il y a une pensée politique chez Nietzsche, de quelle nature est-elle? Est-ce que c'est un eugénisme? Est-ce qu'il est compatible avec une pensée plutôt agoniste, démocratique, etc. Et puis, évidemment, s'il y a une politique chez Nietzsche, quel est le concept de politique ou à quoi ça renvoie exactement? Donc voilà, ce sont des questions importantes. Je vais essayer de toucher un peu une partie de ces questions-là. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans ma thèse, ce n'est pas la question que je traite, puisque la question que je traite dans ma thèse, c'est la question de l'agir. Alors, c'est, disons, le fil conducteur que je prends dans le doctorat. Et je pars d'un passage bien connu, c'est le passage 1 dans l'exemplier. Je suis désolé, je n'ai pas assez de feuilles, mais si jamais vous en voulez voir après, vous pouvez m'écrire, je vous enverrai. Donc c'est le passage 1 de la généalogie. Il écrit « Il n'y a pas d'être derrière l'agir, la production d'effets, le devenir. L'agent est purement et simplement ajouté de manière imaginative à l'agir. L'agir est tout. » Il définit en fait la réalité comme agir. Le réel serait uniquement fait d'agir, ou si vous voulez, de propriété, de prédicat. Et il plaide pour la suppression du sujet, et avec la suppression du sujet, plus généralement, de toute notion de substrat ou de tout étant. Et tout ça doit être supprimé pour privilégier exclusivement l'agir. Alors pour penser cet agir, il invente évidemment le concept de volonté de puissance, et il présente ce concept comme un concept univoque, c'est-à-dire que c'est un concept qui doit permettre de rendre compte de l'ensemble des phénomènes. C'est-à-dire qu'en supprimant l'étant, on supprime aussi la possibilité de distinguer différents domaines ontologiques. On supprime la possibilité de distinguer différents types d'étangs qui obéiraient chacun à un certain régime d'existence ou d'activité. Et donc, il y a un postulat méthodologique hyper important chez Nietzsche qui est qu'il y a un seul type de réalité, un seul type d'agir dont il s'agit de rendre compte et qu'il s'agit de retrouver à travers différents phénomènes qu'on a l'habitude de distinguer comme relevant de différents registres, si vous voulez. Alors, si on pose la question de ce que deviennent ces différents domaines ou les différents types de propriétés qu'on a l'habitude de distinguer, on constate que Nietzsche, en fait, a recours à des sortes d'analogies qui lui permettent de faire passer ces domaines les uns dans les autres, ou ces types de propriétés les unes dans les autres. Alors, il parle d'analogie, il parle parfois de réduction. Il dit je vais ramener ou réduire un type de processus ou un type de phénomène à un autre type de processus ou à un autre type de phénomène. Et donc, dans ma thèse, j'essaye de clarifier le concept d'agir, de suivre un peu ce concept d'agir, dégager ce que ce serait une conception nietzschéenne de l'action. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que la difficulté, disons, pour le dire en deux mots, c'est que c'est ni une pure spontanéité, puisqu'il n'y a pas de libre arbitre chez Nietzsche, il n'y a pas de sujet d'où sortirait de manière indéterminée une action, et il n'y a pas non plus chez Nietzsche de déterminisme. Et donc cet agir, on ne sait pas très bien de prime abord à quoi le raccrocher et comment le penser. Alors, je le fais en partant au départ en tout cas de la question d'un mouvement corporel, d'une action, si vous voulez, la plus simple possible, hein, un mouvement corporel, le fait de mouvoir son bras, par exemple. Et donc, dans mon premier chapitre, et là, je retrouve ma question d'analogie, là, dans mon premier chapitre, je reviens sur les analyses psychologiques de Nietzsche, où il cherche justement à déconstruire la notion de sujet. Et il nous dit que la notion de sujet, c'est une erreur psychologique
qui provient d'une mécompréhension de nous-mêmes quand nous agissons, qui provient, si vous voulez, d'une mauvaise représentation, une représentation fallacieuse de notre conscience, de nous-mêmes, quand nous agissons. Et donc, il propose de rectifier cette erreur, précisément en faisant passer un domaine dans un autre, c'est qu'il va dire, plutôt que de s'en tenir aux données de la conscience qui nous présentent une image fausse de nous-mêmes, il s'agit en fait de penser l'action en physiologisant la question, en corporéisant la question, et en insistant sur l'ensemble des processus nerveux, des processus musculaires qui ont lieu quand j'agis, entre un stimulus et ma réaction. Donc, premier sort de déplacement, si vous voulez, entre la psychologie et la physiologie. Dans le deuxième chapitre, alors, je me tourne vers l'étude du corps, puisque justement, il a mis en avant l'importance du corps. J'analyse un peu les apports physiologiques, puisqu'il étudie pas mal d'auteurs de physiologie, mais on constate assez vite, en fait, quand on fait ça, qu'il introduit dans son concept de corps une dimension psychologique, puisqu'il dit, en fait, dans le corps, il y a du sentir, il y a du penser et du vouloir, qui prime même sur l'organisme comme ensemble fonctionnel. Et il y a aussi une forte dimension morale, et même, on peut dire, une dimension politique dans sa conception du corps, puisqu'il conçoit le corps comme une lutte, comme une hiérarchie, comme un rapport de force qui débouche sur la répartition de différentes fonctions qui seraient comme autant de vertus morales, donc, qui essaieraient de s'appliquer. Donc, si vous voulez, pour dire bref, au chapitre 1, il y a une sorte de physiologisation ou de corporéisation de la pensée, et au chapitre 2, une psychologisation, une moralisation, une politicisation du corps. Donc c'est ça l'analogie, la réduction dont je parlais tout à l'heure. Alors cette analogie, cette réduction, c'est finalement quand on le voit comme ça apparaît comme un geste assez particulier, puisque ça consiste en fait, en le posant, à modifier un petit peu les termes de l'analogie. Donc chaque terme en sort en ayant subi une sorte de torsion par rapport à son sens usuel. Par exemple, quand Nietzsche parle du corps, il dit voilà, il faut penser le corps avec la notion d'âme, il ne faut pas laisser échapper la notion d'âme comme le font trop naïvement les naturalistes, mais cette âme, qui est une notion psychologique, ça devient une âme mortelle ou une âme multiplicité. Elle subit elle-même un déplacement du fait de se voir appliquer au domaine du corps. Et alors, de la même manière, quand il présente ça comme une réduction d'un domaine à un autre, c'est une réduction qui ne consiste pas à réduire un champ à un autre, donc ça ne consiste pas à réduire, par exemple, le corps, la pensée au corps ou le corps à la pensée, mais au contraire, c'est une réduction qui consiste à produire, ou qui vise à produire, un élargissement ou un enrichissement de la description du réel auquel on s'attache. Donc Nietzsche, si vous voulez, son adversaire principal, c'est l'abstraction. C'est la dernière fumée de la raison. Et lui, au contraire, donc les descriptions, comme il dit, faméliques de la réalité. Et lui, ce qu'il essaie de proposer, ce sont des descriptions qui tiendraient compte de propriétés qui sont habituellement tenues comme non pertinentes lors de l'analyse d'un certain champ. Alors ça, vous en avez un exemple dans le texte 2, là. Donc c'est un texte assez célèbre dans lequel il analyse en fait ce qui se passe dans la volonté, et il prend justement l'exemple d'un mouvement volontaire du corps. Et donc il conclut en disant « Dans tout vouloir, on a affaire purement et simplement à du commandement et de l'obéissance, sur le fond, comme on l'a dit, d'une structure sociale composée de nombreuses âmes, entre guillemets, raison pour laquelle un philosophe devrait prendre le droit de ranger le vouloir en tant que tel dans la sphère de la morale, à savoir la morale comprise comme doctrine des rapports de domination dont découle le phénomène, entre guillemets, vie. » Fin de citation. Donc là, on voit assez bien que finalement, on obtient une description de quelque chose de très simple qui est un mouvement corporel, volontaire. Voilà, je veux lever mon bras, je lève mon bras. Et pour décrire ça, il faut en appeler à des catégories ou à des éléments psychologiques, politiques, moraux, sociaux, pour rendre compte du phénomène vie, entre guillemets, c'est-à-dire d'un phénomène physiologique. Donc voilà un petit peu, en très condensé, un petit peu la démarche générale dont je vous ai parlé. Alors si j'en viens maintenant à mon chapitre 3, c'est encore ce même procédé
que j'essaye de détailler que je vais essayer de détailler dans le chapitre 3, cette fois-ci en partant de la vie de la communauté et de la question de l'action politique ou de l'agir politique. Et donc si on reprend la question de savoir quels sont les rapports entre Nietzsche et le politique, on peut avancer l'idée, sur base de ce que j'ai dit là précédemment, que premièrement, la philosophie de Nietzsche est indissociable d'une certaine dimension politique à condition de tenir compte de la reconceptualisation du politique que Nietzsche va chercher à opérer, de la même manière qu'il reconfigure d'autres domaines par ce geste de réduction et d'analogie. Et puis deuxièmement, et là ça concerne plus la question de ma thèse, c'est qu'en faisant ça, il va mettre en évidence, il va ouvrir une dimension pour penser l'agir qui est nouvelle par rapport à ce que propose la philosophie politique classique. Donc voilà un petit peu là où je voudrais aller. Et donc on peut dire que chez Nietzsche, le politique reçoit une sorte d'extension maximale en même temps qu'il est modifié. Alors, donc évidemment, la dimension politique au sens très large, puisqu'on ne l'a pas encore vraiment arrêté, est inséparable de son objet d'enquête, au sens où, si vous voulez, toutes nos interprétations, tout notre être, possède une origine fondamentalement collective, fondamentalement communautaire, fondamentalement sociale. Là, c'est le texte 3. Est-ce que j'ai le temps de vous lire tous ces textes? On va le sauter, ça va. Sinon, je n'arriverai pas au bout. Mais vous pouvez le lire pour vous ou plus tard. Mais on constate que, si vous voulez, l'ensemble de notre être, à la fois psychologique et physiologique, prend forme dans une collectivité politique, dans certaines conditions d'existence politique et morale. Donc là encore, on constate un peu le mélange, si vous voulez, de choses, de catégories qu'on aurait l'habitude de voir comme séparées, si vous lisez le texte. Voilà, donc puisque j'ai sauté, je suis un peu perdu. Et donc voilà, comme je l'annonçais, voilà, mon but c'est de voir ce que Nietzsche va faire à ce domaine du politique. Et ce que je pense, c'est qu'il va physiologiser et psychologiser le domaine du politique et de la morale via le type de geste d'analogie et réduction dont je parlais, et donc faire subir une modification à ce champ en même temps qu'il en étend un peu l'importance ou la pertinence. Et là, on peut regarder les textes 4 et 5 qui sont tirés des fragments posthumes, donc c'est de ces notes. Dans ces notes, on voit bien un petit peu, il est parfois plus clair sur le type de geste qu'il opère. Donc, naturalisme moralisateur. Donc, quand on dit moral, on entend aussi politique. Peut-être que ça pourrait être un débat par la suite, parce que c'est un peu un point aveugle dans l'ordre que j'ai choisi de vous présenter ici. Mais... Naturalisme moralisateur, ramener la valeur morale, apparemment émancipée, surnaturelle, à sa nature, c'est-à-dire à son immoralité naturelle, à l'utilité naturelle, etc. Donc vous avez le verbe ramener, reconduire, qui indique ce geste de réduction. Donc parfois il dit ramener, parfois il dit réduire. Et le 5, pour nous faire une juste idée de la morale, il faut mettre à sa place deux notions empruntées à la zoologie. Dressage de la brute et élevage sélectif d'une certaine race. Donc voilà, emprunter des notions à la zoologie, c'est cette analogie dont je parlais. Et donc, on a un geste là qui consiste en une sorte de naturalisation, biologisation du politique et de la morale. Et donc, ça conduit Nietzsche à conceptualiser, si vous voulez, l'action politique de manière assez inhabituelle, puisqu'il nous dit en fait, l'action politique, c'est un dressage ou c'est un élevage. Quand on agit politiquement, il s'agit en fait de dresser ou d'élever, au même sens où on dresse, où on élève des animaux, des espèces animales. Alors c'est pas tout ça, tout ce que j'explique là, c'est pas simplement pour le plaisir de montrer la systématicité qu'il y a chez Nietzsche, même si c'est assez agréable de le faire. C'est aussi pour une raison plus intéressante, c'est parce que ça ouvre un champ d'action ou un champ de l'agir que Nietzsche considère comme étant habituellement ignoré, passé sous silence, oublié. Et si vous voulez, son analyse, en fait, débouche sur une sorte d'extérieur du politique, tel qu'on le conçoit traditionnellement.
Alors cet extérieur, il le présente souvent comme une lutte, comme un combat, comme une guerre, comme une violence. Toute cette lutte, tout ce combat, cette guerre, cette violence qui serait incessant et qui traverserait les sociétés de manière incessante. Et Nietzsche va critiquer en fait, je crois qu'il me reste. Nietzsche va critiquer pas mal de philosophie politique. Bon, il le fait toujours un peu à la grosse louche, hein, parce que ça l'intéresse. Enfin, il n'a pas toujours tout lu, très en détail, etc. Mais il va critiquer notamment l'utilitarisme et les théories du contrat et de la souveraineté. Car comme souvent en philosophie, ces théories-là, pour lui, se donnent ce qu'il s'agit en fait d'expliquer. Ces théories confondent la cause et la conséquence et produisent une justification circulaire, fallacieuse, en vase clos d'un ordre social donné. En fait, ce qu'elles font, c'est qu'elles délimitent de façon beaucoup trop restrictive et artificielle la question du politique. En négligeant cet extérieur, en fait, en négligeant cette dimension extérieure, cette dimension physiologique, cette dimension psychologique que lui cherche à mettre en avant. Alors, on a ça. Est-ce qu'on a déjà ça au texte suivant? Oui, on y est. Le texte 6. Donc, il écrit. J'ai employé, donc il parle des origines de l'État. Hein, il ne parle pas de l'État tel qu'il est actuellement, il parle des origines de l'État. J'ai employé le mot d'État. On comprendra sans peine à qui il renvoie. Quelques bandes de bêtes de proie blondes, une race de conquérants et de maîtres, qui, pourvus d'une organisation guerrière et de la force d'organiser, n'hésite pas à planter ses griffes terrifiantes sur une population peut-être formidablement supérieure en nombre, mais encore dénuée de structure, encore vagabonde. C'est bien de cette manière que commence l'État sur Terre. Je crois que l'exaltation qui le fait commencer par un contrat a fait son temps. Celui qui peut commander, celui qui par nature est maître, celui qui se montre violent dans l'œuvre et le geste, que peut-il bien avoir à faire de contrat? De tels êtres échappent au calcul, ils viennent comme le destin, sans fondement, sans raison, sans ménagement, sans prétexte. Donc si vous voulez, ils n'ont pas besoin des justifications apportées par la philosophie politique classique. Ils surviennent comme l'éclair, trop terribles, trop soudains, trop convaincants, trop autres pour être ne serait-ce que haïs. Donc voilà, il pointe, plutôt que vers la théorie du contrat, vers une sorte d'extérieur, qui sera un extérieur violent, à la sphère politique telle qu'on a l'habitude de la conceptualiser. Alors j'ai commencé par parler du réel. Tout à l'heure, j'ai dit, voilà, Nietzsche conçoit l'agir, le réel comme un agir. Et ce rapport au réel, il est vraiment extrêmement important, puisque pour lui, dans les philosophies comme l'utilitarisme ou différentes théories de contrat, ou même dans la philosophie en général, pour lui, jusqu'à lui, on trouve une sorte de déficit de rapport au réel, qui serait un déficit maladif, en fait. On aurait été trop faible pour vraiment faire face au réel, et ce serait maladif aussi parce que, si vous voulez, ne pas faire face au réel ou ne pas tenir compte du réel, ce serait s'interdire la capacité d'agir véritablement. Alors, du point de vue politique, je pense qu'on peut lire les critiques qu'il adresse à la philosophie politique de manière plus concrète, de manière plus pratique, comme une sorte de critique d'une crise de l'action qui aurait en Europe, il a dit l'Europe, en Occident, actuellement, enfin dans le temps long, dans la modernité. Premièrement, en parallèle de sa critique de l'utilitarisme, il fait le diagnostic de la généralisation d'un homme utile, bien adapté au travail, qui aime à se faire fonction, qui aime à se faire rouage, qui aime à se faire fonction du système de production. Donc voilà, il parle d'un homme animal de troupeau, utile, dur à la tâche, utilisable et compétent dans des domaines variés. Et puis deuxièmement, plutôt là en parallèle de la critique des théories du contrat, il dépeint des dirigeants politiques qui sont incapables de participer à la création de valeur, mais qui dirigent en fait toujours en se soumettant à un ensemble de valeurs données. Donc là, je peux vous lire un passage qui n'est pas dans l'exemplier. Par de la bien et mal 199.
Mais dans tous les cas où l'on croit ne pas pouvoir se dispenser de chefs et de moutons de tête, on fait aujourd'hui tentative sur tentative pour remplacer ceux qui commandent en additionnant des hommes de troupeau prudents. Telle est l'origine, par exemple, de toutes les constitutions représentatives. Alors, voilà, à rebours de ces approches-là, Nietzsche va présenter son approche à lui, qui est l'approche généalogique, comme une enquête empirique, c'est-à-dire une enquête qui va tenir compte de l'histoire de la morale réelle, telle qu'elle a réellement eu lieu. Alors, il en parle aussi comme une enquête sur les conditions et les circonstances d'apparition de telle ou telle morale. Et donc, c'est une enquête, si vous voulez, qui doit nous permettre d'en apprendre plus sur l'action conçue comme élevage et comme dressage, contrairement aux théoriques, aux philosophies que lui critique. Alors, quelles caractéristiques on peut dégager du dressage ou de l'élevage? On peut dire que, premièrement, c'est un art de disposer des conditions et des circonstances dans lesquelles les corps évoluent. Alors, je n'ai pas lu du coup le texte 3, mais si vous le lisez, vous verrez qu'il est beaucoup question de conditions. Il y a les conditions qui sont données vers le milieu du paragraphe, de climat, de sol, de danger, de besoin de travail, et puis tout à la fin, les conditions de vie du peuple en question. Donc il y a comme un jeu de conditions, de contre-conditions qui se met en place. Deuxièmement, nous savons que c'est une action, l'élevage, le dressage, qui s'exerce sur les corps. Donc c'est le sens du déplacement catégorial dont j'ai parlé tout à l'heure, le fait de faire porter la politique sur la physiologie, par exemple, de parler de politique en termes physiologiques. L'élevage et le dressage s'exercent sur les corps. Et troisièmement, alors là, c'est un peu en dehors de l'extrait numéro 6, mais il parle de ces bêtes de proie blondes, là, comme d'artistes involontaires. Donc, il y aurait une dimension artistique à l'élevage ou au dressage. Alors, bien sûr, je pense que c'est à lire au sens où, pour Nietzsche, si vous voulez, l'art renvoie à une forme d'immoralité, de non-soumission au vrai, de non-soumission à l'existant. Mais je pense qu'il faut aussi, en tout cas j'essaierai de défendre l'idée, qu'on peut aussi le lire dans le sens d'une technique, et là ça rejoint la présentation précédente, au sens où on peut parler, je crois, d'une technologie de dressage, d'une technologie d'élevage, d'une technique de dressage chez Nietzsche, un peu comme chez Foucault. Et je pense que voilà, on pourrait dire que Foucault prend cette idée-là ou s'inspire de Nietzsche pour cette dimension-là de sa conception du pouvoir, à savoir que l'élevage, le dressage va consister à mettre les corps dans certaines conditions, à avoir recours à ce que Nietzsche appelle des techniques, des procédés, des procédures qui vont orienter ou qui vont moduler les capacités des corps. Donc ça va être comme ça, je pense, sur cette modalité-là qui va penser le dressage. Alors, l'exemple le plus célèbre de ça, c'est dans la généalogie de la morale, c'est l'exemple le plus célèbre de procédure, de technique, c'est le châtiment, qui est décrit dans la généalogie, dont justement Foucault va hériter d'en surveiller et punir. Et si vous lisez les descriptions du châtiment, je ne les ai pas reprises, mais si vous les lisez, on voit vraiment que Nietzsche pose bien ce rapport d'extériorité par rapport à un système moral ou un système politique donné, puisqu'il insiste vraiment sur la cruauté du châtiment. Et il dit, voilà, c'est grâce à ces cruautés, ces châtiments cruels, que la morale en vient à naître dans le monde. Donc il y a ce rapport d'extériorité qui est assez marqué. Et de même, il dit, voilà, il décrit des procédés extrêmement concrets. Et là aussi, c'est une manière de marquer l'extériorité entre des valeurs morales qu'on pourrait considérer comme très abstraites, très générales, et puis finalement des procédés extrêmement concrets qui viennent en premier lieu. Mais en fait, j'ai pas choisi cet extrait-là pour vous faire entendre ce que ça pourrait être, ce type de procédé. Il y a un autre extrait, donc c'est l'extrait numéro 8, qui donne un panel plus large, si vous voulez, que celui du châtiment. C'est dans le Gai Savoir, et il dit, voilà, il se plaint du fait qu'il n'y a pas eu assez de recherche empirique sur l'histoire de la morale. Il dit, voilà, il faudrait faire l'histoire des valeurs morales, faire l'histoire des passions morales, mais assez vite, finalement, il va proposer une sorte d'histoire des procédés, une histoire des techniques au sens des agencements de vie.
Alors voilà, une tâche pour ceux à qui le travail ne fait pas peur. Celui qui veut aujourd'hui prendre les choses morales pour objet d'étude s'ouvre un champ d'activité immense. Alors, d'abord, entre crochets là, c'est des choses assez attendues. Voilà, il faudrait faire l'histoire de telle ou telle pulsion morale, de telle ou telle passion morale. Et puis il continue. Tout ce qui a donné sa couleur à l'existence n'a pas encore d'histoire jusqu'à présent. Ou bien, où existerait-il une histoire de l'amour, de la cupidité, de l'envie, de la conscience morale, de la piété, de la cruauté? Même une histoire comparée du droit ou seulement du châtiment est absolument inexistante. Bon, il écrit ça avant la généalogie de la morale, puisque c'est ce qu'il va essayer de faire au moins dans la généalogie. C'est pas d'en faire toute une histoire du châtiment, mais de proposer au moins quelques pistes. A-t-on déjà pris pour objet de recherche les diverses manières de découper la journée, les conséquences d'une fixation régulière du travail, des fêtes et des jours de repos? Connaît-on les effets moraux des aliments? Existe-t-il une philosophie de l'alimentation? Le tapage qui se renouvelle constamment pour ou contre le végétarisme montre déjà qu'une telle philosophie n'existe pas encore. Ça tracasse beaucoup, cette question du végétarisme. A-t-on déjà recueilli les expériences relatives à la vie en communauté, par exemple l'expérience des cloîtres? A-t-on déjà décrit la dialectique du mariage et de l'amitié? Les mœurs des savants, des commerçants, des artistes, des artisans ont-elles déjà trouvé leurs penseurs? Il y a là tant à penser. Tout ce que les hommes ont jusqu'à présent considéré comme leurs conditions d'existence, donc on retrouve la question des conditions, et toute la raison, la passion et les préjugés qui s'attachent à cette manière de considérer, cela a-t-il déjà été exploré à fond? Donc voilà, c'est une sorte d'ouverture, là il en parle vraiment dans ces termes, une sorte d'ouverture de champ d'enquête qui serait les techniques par lesquelles on organise la vie et par lesquelles finalement on donne forme à la morale. On donne forme au comportement. Alors, tout ce que Nietzsche, pour conclure, tout ce que Nietzsche va appeler la grande politique, qu'il oppose en fait à la petite politique. La petite politique, ce serait la politique parlementariste, ce serait la politique économique, ce serait ce genre de choses-là. La grande politique, ça va consister dans le projet d'instaurer des nouvelles valeurs via des techniques d'élevage, en fait, ou des techniques de dressage. Enfin, plutôt des techniques d'élevage, parce que dressage, il réserve ça à des techniques plutôt qui affaiblissent, alors que lui voudrait plutôt élever, en tout cas certains individus. Et donc c'est ici, si vous voulez, qu'on peut ranger tous les passages où il détaille des projets eugénistes qu'il aurait, ce genre de passage-là, où il détaille des projets voilà, visant à réformer l'organisation des conditions de vie physiologiques pour aboutir à des individus plus forts. Donc c'est là, je pense, que ça se case. Alors évidemment, ça c'est peut-être pas là où j'ai forcément envie d'aller, même s'il n'y a aucun problème à reconnaître que ces passages sont là, et c'est important de le mentionner, donc je ne veux pas évacuer leur existence ou sauver Nietzsche de quoi que ce soit. Hein. Mais je pense en même temps que ça ouvre la possibilité, cette grande politique, de penser l'agir comme une modulation technique de l'action, et donc de penser, si vous voulez, l'action autrement. Et ça rejoint alors là un peu mon sujet, le sujet que j'annonçais, et ça ce serait plutôt l'objet de mon dernier chapitre alors, qui serait de penser l'action comme une action technique qui serait ni totalement active, donc qui ne serait pas une action spontanée du sujet, ni totalement passive, puisque ce n'est pas un déterminisme mécaniste, mais qui relèverait plutôt de la voie moyenne. Donc, un sujet actif, mais qui, en même temps, s'engage dans un processus et en subit aussi les conséquences. On subit aussi les modifications. C'est-à-dire que l'agir, alors, pour Nietzsche, ça consisterait à soumettre les autres ou à se soumettre soi-même à telle ou telle condition, telle ou telle discipline, tel ou tel régime, à tel ou tel pont, par exemple, sur l'autoroute, afin d'obtenir voilà, une modification de soi-même, soit comme individu, soit comme groupe. Et donc pour ça, il y a une chose importante que Nietzsche nous invite à faire, c'est à nous intéresser à ce qu'il appelle les petites choses, ou les choses les plus proches, c'est-à-dire les choses qui concernent le corps, ou les choses qui concernent la vie de tous les jours, et qui sont d'habitude considérées comme non politiques. Donc là, on retrouve la question de l'élargissement du champ politique. Et on voit que, et c'est le dernier texte,
ça va de pair avec un élargissement de notre champ d'action. Donc c'est un peu vers là que je veux aller, c'est un peu vers là que j'aimerais tirer ma thèse. Donc c'est le dernier passage, et je vais conclure sur sa lecture. C'est dans Ecce Homo. Donc Ecce Homo, c'est comment je suis devenu qui je suis. Donc c'est, si vous voulez, les techniques, les procédés que j'ai utilisés pour devenir qui je suis. Et donc ce passage vient après toute une série de passages où il parle de justement son alimentation, le climat, voilà, toutes sortes de conditions auxquelles il se soumet lui-même. Alors il écrit j'aurais pas dû boire cette gorge d'eau. Ici, une grande réflexion est nécessaire. On me demandera pourquoi au juste j'ai raconté toutes ces petites choses, voilà, les petites choses. Et selon le jugement traditionnel, insignifiantes, peut-être selon le jugement dont je parlais au départ, le jugement comme distinguant différentes régions de la réalité, bien séparées les unes des autres. Je me fais ainsi tort à moi-même, à plus forte raison, si je suis destiné à assumer de grandes tâches. Donc les grandes tâches, c'est la grande politique. Ou une action qui serait une action avec des conséquences de grande ampleur. Réponse. Ces petites choses, alimentation, lieu, climat, délassement, toute la casuistique de l'automanie, voilà, le traducteur traduit comme ça, c'est traduit parfois par égoïsme, ok. Toute la casuistique de l'automanie. Donc toutes ces petites choses sont infiniment plus importantes que tout ce que l'on a jusqu'à présent tenu pour important. Donc il y a des conséquences pratiques à tout ce que je vous disais sur le déplacement de la notion de politique, puisqu'il y a une réévaluation des ressorts par lesquels on peut agir. Je suis désolé, il faut corriger la C''EST. C'est justement par cela qu'on doit commencer à apprendre d'autres manières de penser. Ce que l'humanité a jusqu'ici pris au sérieux, ce ne sont même pas des réalités. Le rapport au réel, ce ne sont même pas des réalités, mais de simples chimères, ou pour le dire plus sévèrement, des mensonges nés de mauvais instincts de nature malade, et au sens le plus profond, nuisibles. Tous ces concepts de Dieu, âme, vertu, péché, au-delà, vérité, vie éternelle, etc. Mais c'est en elle que l'on a cherché la grandeur de la nature humaine, son caractère divin. Toutes les questions de la politique, de l'ordre social, de l'éducation ont été faussées à la base par le fait que l'on a pris pour de grands hommes les hommes les plus nuisibles, que l'on a enseigné à mépriser les petites choses, je veux dire les conditions élémentaires de la vie même. Voilà, merci.